Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour Comment allez-vous, messieurs? Bonjour tout le monde. Ça va. Très bien entouré aujourd'hui. Ah, on a perdu François. Oui. Eh bien, bienvenue. Connectez-vous, connectez-vous. Je vois le nombre qui augmente. Welcome, welcome, welcome. On va récupérer François tranquillement. J'espère. Comment vous allez, messieurs? Très bien, une belle journée pour faire un webinar depuis Strasbourg. Je pense qu'on est dans 5 villes différentes là, tous. Donc, ouais, ça se voit que tu n'es pas à Paris, Lucas, parce qu'ici, ce n'est pas une très belle journée. Mais non, ça va. Sinon, on était à l'événement avec Lucas hier de la FEPSEM à Lyon, qui était super intéressant avec beaucoup de géo. Donc, on aura des belles choses à vous dire, je pense, aujourd'hui. Ok. Célia, je viens de voir que tu avais dit « je n'ai pas de son ». Je crois que les autres ont du son. Alors, moi, j'ai un message d'erreur. Est-ce que vous nous entendez toujours? Si vous pouvez mettre un petit mot dans les questions. Je pense que oui. On atteint rapidement les 300. Oui, super, génial. Très bien. On va attendre François. C'est bon. François, est-ce que tu y arrives? Oui, j'ai un petit problème. En fait, je pense que j'ai un technique. Comme on est beaucoup dans le bâtiment, il doit y avoir un problème de reconnaissance d'IP. Et voilà. Les aléas du direct. Tu pourras se connecter en téléphone. En téléphone, je vais l'appeler. C'est ça. Tu l'appelles? Ouais, je vais l'appeler. Eh bien, welcome. Son et vidéo, ok. Super, vous nous entendez bien. Super. Emmanuel, il y a déjà des questions. Oui, il y aura un replay. Il faudrait qu'on le mette en grand sur l'écran. Il y aura un replay. Il vous sera envoyé juste après l'événement. Et voilà. Et puis, alors attendez, il vous sera envoyé après l'événement et nous, on le mettra en ligne sur la chaîne YouTube d'Abondance. Donc, pas d'inquiétude, il y aura évidemment un replay, c'est OK. Allez, ça monte, 325. Oui, le chat est fermé pour des raisons de praticité. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, vous avez l'onglet questions pour nous poser des questions. On a plein de choses à vous raconter, donc ce n'est pas dit qu'on ait le temps de prendre toutes les questions, mais on va essayer pour vous refaire une petite intro. François, est-ce qu'on est bon? Peut-être, il a figé. Pour vous refaire une petite intro, eh bien, on a convié, j'ai convié ces 4 personnes autour de la table. Premier webinaire Abondance avec Rocket Links. Très cool de le faire ensemble, je suis ravie. Ça fait un moment qu'on fait des OP ensemble, donc c'est chouette. Donc, l'idée de rassembler ces 4 personnes est d'avoir 4 points de vue différents sur ce merveilleux monde qu'est le Generative Engine Optimization, même s'il y a encore une guéguerre pour savoir quel mot trouver pour ce terme. Pour l'instant, on va statuer sur Géo. On peut faire un rapide tour de table. Je ne sais pas si on a récupéré François, mais Lucas, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir, oui, merci beaucoup. Eh bien, moi, je suis Luca Fancello. On a rigolé en off avant le webinaire parce qu'on m'a demandé s'il faut m'appeler Luca ou Lucas. Mais c'est bien Luca. Après, une grosse partie de ma famille m'appelle Lucas, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. En tout cas, moi, je suis consultant SEO depuis quelques années. Je fais du SEO depuis plus de 10 ans. J'étais notamment chez Skyscanner pendant une période en Écosse à l'époque. Et maintenant, j'ai aussi fondé depuis cette année un outil qui s'appelle Query. QWAIRY, et qui permet justement aux marques et aux agences de connaître leur visibilité sur les LLM, que ce soit ChatGPT, Perplexity et autres encore. Donc voilà, j'ai plein de données à partager, plein de choses à dire, et puis je suis très content d'être là avec vous tous, et puis avec tous nos participants. Trop bien. Maxime? Yes, merci Laura. Du coup, moi, c'est Maxime de Quitonon. J'ai cofondé Rocket Links il y a une quinzaine d'années maintenant, et je suis directeur général. Pour ceux qui ne connaissent pas Rocket Links, on est une solution de netlinking internationale. On existe depuis 2010 et on a un positionnement qui est assez unique. On n'est pas une simple plateforme, mais on vient vraiment assister nos clients
sur leurs opérations de netlinking d'un point de vue stratégique ou opérationnel. Et au-delà du netlinking, depuis la croissance des LLM, on vient aussi assister nos clients sur ces sujets géo. Super. Cher Vincent. Oui. Donc, moi, c'est Vincent Terrazi, donc je suis cofondateur de la startup Draft & Goal et aussi directeur technique et directeur R&D. Draft & Goal, en 2 mots, c'est une startup spécialisée en agentic AI depuis plus de 4 ans et on travaille surtout sur 2 aspects. Utiliser les agents IA pour créer facilement du contenu sur des très fortes volumétries, très forte qualité. Je pense qu'on a dépassé pour certains sites le million de contenus. Et le deuxième point, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est adapter les sites pour être compris instantanément par les moteurs IA. Et là, je pense que j'ai des belles choses à annoncer parce qu'on est en train de déposer des brevets sur le sujet. Trop bien. François, are you back? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Oui, alors je suis désolé, j'ai un problème d'adresse IP que j'essaie de résoudre. On est nombreux ici et du coup, on utilise tous le même IP et ça crée un petit problème de connexion-déconnexion. En tout cas, moi, c'est François Crespin. Je suis le responsable du pôle SEO chez Youmens. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. En 2 mots, Youmens, c'est une agence conseil en acquisition augmentée par la data client. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire aussi des partages d'expérience sur le sujet du géo et ce qu'on a pu mettre en place au sein de l'agence. Trop bien. Merci François. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, on essaye d'apporter du concret. On est avec vous jusqu'à midi. Ceux qui peuvent rester, il est probable qu'on aille un peu jusqu'à 12h30, mais on va essayer de dire tout ce qu'on a à dire jusqu'à midi. Et puis les discussions continueront après si on a encore plein de choses à dire. Ça va se dérouler en 3 temps. Un premier temps, on voulait un peu remettre l'église au milieu du village avec quelques statistiques. Ça va être rapide, mais pour qu'on ait tous les mêmes chiffres en tête. Une deuxième partie qui est le cœur de ce webinaire et de la raison d'être de ces 4 personnes autour de la table qui va être des retours d'expérience, comment chacun pratique concrètement le géo de ses expériences spécifiques. Et puis une troisième partie qu'on a voulu un peu plus ouverte, un peu prospective, où on va débattre sur dans 10 ans, dans 5 ans, où est-ce qu'on en sera, où seront les sites web, la lutte anti-spam. Bon voilà, je ne veux pas trop spoiler non plus. Donc, c'est parti. On approche les 400 participants. Ça fait plaisir. C'est que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, il faut se le dire. Donc, comme je vous disais, ce serait bien de remettre un peu l'église au milieu du village. Donc, on va commencer par 3-4 statistiques. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide. C'est pour qu'on ait tous un peu le même niveau d'information. Maxime, je peux te laisser la parole peut-être? Yes. Le graphe que vous voyez là sous les yeux, c'est la courbe d'évolution du nombre de visites à l'international, donc dans le monde entier, de ChatGPT selon SimilarWeb. Donc c'est une étude qui a été présentée durant l'été, donc ça s'arrête à juillet. Mais globalement, on voit qu'il y a une croissance qui est quand même assez importante. Ils étaient à un peu plus de 2 milliards de visites fin 2024, ils sont à un peu moins de 6, en juillet 2025. Mais on se rend compte aussi qu'en juin, par exemple, le mois de juin est un peu en deçà du mois de mai en termes de visites. Il y a des phases de plateau et là, ils sont a priori dans une phase de plateau alors qu'ils étaient dans des phases d'accélération très fortes à 2 périodes différentes là, ces 12 derniers mois. Que tu interprètes comment, Maxime? C'est, comment dire, je pense qu'à partir du moment où on est sur ces volumes de trafic qui sont très importants, alors il y a encore plus important, on va le voir après, mais quand on est sur ces volumes, c'est toujours plus dur de croître autant que quand on part de zéro, ça c'est clair. Un autre chiffre qui est intéressant, encore une fois, pour remettre l'église au milieu du village. C'est ChatGPT, un peu moins de 6 milliards de visites par mois. Google 83, c'est 15 fois plus de visites pour Google que ChatGPT, un peu plus de 15 fois plus. C'est important, comme tu dis, Laura, de remettre l'église au milieu de la place. On entend beaucoup parler de ChatGPT autour de nous, et pas que dans le SEO, pas que dans la tech, mais vraiment tout le monde, nos parents, nos amis. Et il faut se rappeler que les gens utilisent toujours beaucoup Google et Google ne baisse pas en visite.
D'ailleurs, ils ont annoncé dans leur dernier chiffre là, du trimestre à la bourse, ils ont une croissance de requêtes au Q2 et au Q3. Et ils ont fait encore un record de chiffre d'affaires. Je crois qu'on a dépassé les 100 milliards, un truc comme ça. Par trimestre, c'est fou. Google va bien. Google va bien, très bien. Si je peux me permettre, là, il faudrait comparer les recherches Google par IA avec les recherches de ChatGPT, parce que sinon, on ne compare pas la même chose. Mais je pense que ChatGPT doit être devant Google sur les recherches IA. Tu veux dire le nombre de recherches, le nombre de prompts versus le nombre de recherches dans Google? Entre ceux qui utilisent les AI Overview, les modes AI, etc., et ceux qui utilisent ChatGPT a quand même une longueur d'avance considérable. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un point où en France, on est encore un petit peu en retard, entre guillemets, puisque la plupart du monde maintenant a AI Overview, donc cette nouvelle version un peu de Google avec des réponses générées par l'IA, et nous, on n'y est pas encore. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Puis, on a 2-3 trucs à partager après dans le webinaire, donc ça va être sympa. Alors, est-ce que quelqu'un a un réseau incroyable qui a une date de sortie des AI Overview en France? Bon, on m'a dit que c'est fin d'année. On ne sait pas. Une autre data que je trouve intéressante, ça c'était sorti aussi cet été, c'était la première étude d'OpenAI de comportement utilisateur. En SEO, on parle d'intention informationnelle, transactionnelle, navigationnelle, etc. Eux, ils ont fait cette répartition-là, asking, doing, expressing. Asking, c'est proche de la recherche d'infos ou de la clarification. En tout cas, on veut de l'information. Ça peut coller un peu avec l'intention informationnelle dans un Google. Mais évidemment, ça va plus loin parce qu'on est dans un contexte de discussion. Le doing, c'est la tâche. Donc, on veut faire quelque chose. Il y a une grande partie de ce doing qui est de l'usage professionnel. Et puis, il y a le expressing qui n'existe pas vraiment si on fait le parallèle avec Google, où là, il s'exprime. Donc, il peut exprimer des sentiments, exprimer une réflexion sans rechercher d'infos ni rechercher à réaliser une tâche. Donc, c'est aussi un nouveau paradigme. La manière dont on utilise une interface est différente de Google, même si évidemment il y a Overview qui arrive. Mais je trouvais ça intéressant de garder ce ratio en tête. La moitié des usages aujourd'hui de ChatGPT, c'est pour obtenir de l'information. Ce qui rejoint les craintes qu'on avait il y a 2 ans quand on a commencé à parler de Google SGE, pour ceux qui se souviennent, qui était de dire que ça allait remplacer l'informationnel. Visiblement, on est quand même dedans, quoi. Et Laura, juste une remarque là-dessus, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant en regardant en lisant l'article associé à ces données-là. Intéressant de voir que la tendance finalement des sujets de conversation, elle change pour une augmentation de la recherche d'infos, de la clarification de l'info, au détriment de l'écriture ou de la réécriture de contenu. Ça, ça correspond je pense, à la démocratisation de l'outil. Exactement. Ou peut-être à l'arrivée de nouveaux utilisateurs, comme c'est expliqué dans l'article, c'est je demande à ChatGPT de me faire quelque chose. C'était plutôt la tendance d'avant. Aujourd'hui, on est plus sur je demande à ChatGPT une info en particulier. La recherche, elle est plus proche des usages des moteurs traditionnels finalement. Et ça, c'est intéressant aussi de faire le parallèle avec une autre donnée de l'article qui est la stabilité de la recherche de guides pratiques. Finalement, il y a quand même un besoin constant sur des conseils perso et de l'accompagnement. Et ça, finalement, les articles, je me suis dit que c'était 2 tendances qui sont plutôt des bonnes opportunités pour nous, SEO, Géo, pour essayer de pousser la visibilité de nos contenus et plus largement la visibilité de nos marques. Donc, ça va quand même dans le bon sens pour nous. En effet, ceux qui ont lu l'article ou même la source, le papier de OpenAI, on voit très bien que c'est un papier qui est en fait très politique. Il cherche à montrer que ce n'est plus un usage réservé aux professionnels, mais que ça se démocratise. Donc, partout, ils comparent, où soit ils sortent la data des usages pro, soit ils comparent pro et l'usage global. Et évidemment, un usage global arrivant et n'étant plus juste professionnel, les parts de chaque type d'usage évoluent. Et juste rajouter, maintenant, il y a le buying qui arrive. Il faut savoir que depuis le 29 septembre 2025, ils ont sorti le Instant Checkout, où ça permet d'acheter automatiquement. Donc, c'est déjà déployé aux États-Unis. Et ils ont même sorti tout un protocole qui s'appelle le Agentic Commerce Protocol. En fait, c'est exactement comme Google Shopping. Les sites e-commerce donnent l'intégralité de leurs produits et ils poussent de façon très forte sur les chats GPT et compagnie. Donc, et c'est comme ça qu'ils vont facilement rentabiliser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'OpenAI est à perte. Donc, c'est comme ça qu'ils veulent rentabiliser leur modèle économique.
Ce n'est que le début, comme on dit. Exactement. Un dernier point, je trouvais ça intéressant, c'était Maxime qui nous indiquait ça. Attention, ChatGPT n'a pas gagné la course, loin de là. Si tu veux expliquer cette donnée, Maxime? Ouais, je pense que c'est important de revenir aux faits. Et pour revenir aux faits et aux vraies données, on est allé voir en fait le trafic de chaque IA sur SimilarWeb, et puis le nombre de téléchargements des applications quand il y en avait une. Parce que la surface de ces IA, ce n'est pas que le web, c'est aussi le mobile. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que oui, ChatGPT, sur la guerre de l'IA, est en avance par rapport à Google. Ça, c'est une évidence. En revanche, Google est deuxième, est très loin devant tous les autres, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Et Google avait un first mover advantage, parce que sur la technologie, ils ont quand même été précurseurs sur les LLM. Mais je pense qu'ils ne vont pas lâcher les armes. Ils vont pas lâcher les armes trop vite, et ils arrivent peut-être un peu tard, mais ils ont une surface quand même de distribution qui est énorme, hein. Google, c'est 75% de part de marché des opérateurs système mobiles avec Android. C'est 65% de part de marché des navigateurs. C'est-à-dire que quand vous utilisez ChatGPT, en fait, vous utilisez Google avec le navigateur. Donc, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je te rejoins complètement, mais je rajouterais que ChatGPT vient de sortir son navigateur IA qui s'appelle Atlas. Quand vous l'installez, là c'est que sur Mac, mais il remplace automatiquement Chrome. Et maintenant, la guerre va jouer dans les navigateurs. Et c'est vrai que ça, pour rajouter un petit peu, c'est quelque chose que je trouve intéressant de ne pas forcément que analyser de notre point de vue SEO, qu'est-ce qu'il faut faire et autres, mais de se positionner un peu du point de vue macro et de se rappeler typiquement que Google, c'est une entreprise qui a des actionnaires, qui a des investisseurs. Et c'est intéressant de voir que ChatGPT essaye vraiment d'aller sur cette guerre-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu la guerre de qui on va utiliser sur l'IA et sur les moteurs de recherche. Alors qu'on aurait pu imaginer que peut-être ChatGPT aurait eu d'autres concurrents ou autres encore, mais là, ils ont quand même, en tout cas, en sortant eux-mêmes leur navigateur aussi, et même Google qui avance sur Gemini, on voit que c'est un peu une bataille entre ces deux géants sur ce marché. Alors, les deux, moi, j'aurais dit les trois parce que ChatGPT, il y a une grande partie qui appartient à Microsoft. Donc, on pourrait mettre Bing et ChatGPT ensemble et espérer qu'ils auront assez de poids dans le futur venir pour concurrencer Google. Mais je rejoins Maxime, hein, pour l'instant, c'est Google qui est largement en tête. Parce que si on s'en tient simplement au trafic, on sait qu'il n'y a pas que ça, hein, le fait d'être cité dans ChatGPT, ça fait de la noto et de la visibilité, mais si on s'en tient au trafic, je ne sais pas quels sont les trafics sur vos sites, mais nous, sur Abondance, on est à 4% du trafic. Donc déjà qu'on ne s'occupait pas trop du trafic de Bing, parce qu'il faisait moins de 5%, honnêtement, oui, c'est l'avenir, donc il faut s'en occuper maintenant. Mais à date, c'est Google qui reste majoritaire. Ouais, c'est un autre levier. C'est un autre levier avec un autre usage, comme tu l'as montré juste avant sur les intentions d'utilisation. Et la croissance d'un levier veut dire qu'il faut qu'on l'observe de près, mais ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête tous les autres investissements sur l'autre levier qui fonctionne très bien et qui est toujours en croissance, quoi. Ouais. Ok, les amis. C'est maintenant qu'on parle concret. Encore une fois, ce webinaire, on l'a voulu le plus concret possible. Quand on s'est écrit il y a quelques mois, je vous ai dit, moi, je voudrais du retour d'expérience, des choses que les gens peuvent appliquer ou des choses qui peuvent inspirer et donner des idées. Donc, vous avez tous les 4 des expériences différentes. Donc, c'est ça qui est chouette et vous allez pouvoir nous faire des retours d'expériences différents. Qui veut se lancer? Luca, peut-être? Tu es à ma droite, alors ce sera toi en premier. Avec plaisir, avec plaisir. C'est très bien, tu sais, il faut toujours interroger une personne parce que sinon, qui veut se lancer? Sinon, personne se lance. Tous les 4. Oui, très bien. Moi, j'avais envie de parler un peu d'un exemple. Alors maintenant, avec les clients de query, j'en ai plusieurs, mais un exemple quand même qui revient souvent. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que
effectivement, on en parlait avant. Est-ce qu'il faut aller all-in sur essayer de ranker sur ChatGPT ou autre encore? En fait, moi, je pense qu'il faut utiliser un maximum des leviers qui vont bénéficier de notre SEO et notre partie GEO. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui permet d'avoir une optimisation du budget et un bon arbitrage, quoi. Et moi, j'avais un assez bon exemple, je pense à un assez bon exemple là-dessus. C'était sur un client avec qui je faisais du SEO aussi sur la partie consulting. Et lui, c'est une agence de publicité qui ne s'était jamais consacrée au SEO, qui avait fait tous ses clients venaient depuis des années de la prospection directement. Donc vraiment avec une équipe de prospection qui appelait des dizaines et des dizaines de prospects en France. Et donc, forcément, au bout d'un moment, il voulait varier un petit peu et obtenir un petit peu plus de monde avec le SEO et potentiellement aussi avec les LLM. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, OK, on va suivre un certain nombre de prompts. Quelle est la meilleure agence publicité dans telle ville ou autre encore? Et on va voir un petit peu. Et ce dont on s'est rapidement rendu compte, c'est que les articles qui ressortaient le plus sur ces sujets-là, c'est toujours des articles meilleure agence, dans telle ville, meilleure agence dans telle ville ou autre encore. Et déjà, il y avait un problème parce qu'en SEO, on n'était pas cité dans ces articles. Donc, en fait, les gens qui tombaient dessus, jamais ils allaient nous contacter. Donc, c'était déjà un problème là-dessus. Et du coup, en plus, comme les LLM réutilisaient ces contenus, en fait, nous, on n'était jamais dedans. Et en fait, on a fait un premier travail vraiment qui se rapproche beaucoup du travail de netlinking, où voilà, l'idée, c'était d'obtenir des liens. Après, très souvent, quand on a contacté les top 10, top 15 qui étaient positionnés pour avoir des liens, ils nous ont dit, il y a déjà quelqu'un qui a acheté le lien, donc on ne peut pas vous le vendre, ou alors on a un accord ou autre. Mais en fait, on s'est dit, en fait, ce qu'on nous, on va tester, c'est d'avoir même juste une mention dans ces articles, même s'il n'y a pas de lien ensuite, pour voir un petit peu si on arrive à mieux se positionner ensuite sur les questions des LLM. Et on était très content parce que ça a marché derrière. Et effectivement, ensuite, sur les prompts qu'on suivait, et c'est là l'importance vraiment de mener une expérience où au début, tu te dis, je vais suivre tel prompt, je vais mettre ça en place, et un mois après, je vais re-regarder comment ça a évolué. Et effectivement, en fait, derrière, on est beaucoup plus ressorti. Il y avait des citations de marque beaucoup plus puissantes. Et j'ajoute quand même qu'à côté, on a aussi beaucoup travaillé le Google My Business pour avoir des bonnes notes, refaire travailler tous les clients et autres. Et au début, ce n'était pas le cas, mais petit à petit, on a vu que les LLM ressortaient à chaque fois le petit Google My Business. Donc, je pense qu'ils vont aussi scraper encore une fois Google et autres. Donc, voilà, je pense vraiment cette idée de mener une expérience, tester des choses et y aller derrière, être en mode exploration un peu. Et là, voilà, c'est un exemple où ça a bien marché. On en était très contents, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir en citer plein d'autres avec les autres autour de table. Est-ce que selon ton expérience, imaginons je veux aller chercher ces contenus meilleurs, etc., pour pouvoir me mettre dans ces classements, s'il n'y en a pas, ou s'ils sont inaccessibles, ou si c'est trop cher, est-ce que créer nous-mêmes avec des sites, pour ne pas dire PBN, des sites par-ci par-là, c'est quelque chose qui peut fonctionner, ou il faut vraiment aller chercher les sources d'autorité parce que c'est celles-là qui sont citées par les LLM? Je trouve que créer nous-mêmes, c'est quelque chose que je recommande aussi très souvent parce que je trouve que ça marche très bien. Déjà parce que ça va marcher potentiellement en SEO. Tu vas te positionner sur ces requêtes-là qui sont quand même ultra intéressantes. Et en plus de ça, parce que potentiellement, si l'IA prend ton contenu et à un moment, si on n'est pas bête et qu'on se cite en premier dans le contenu qu'on a écrit nous-mêmes, parce qu'en théorie, si on fait un article meilleur café à Strasbourg ou autre et qu'on ne se met pas en premier alors qu'on a un café, c'est un peu bizarre. Donc, ouais, ça marche. C'est aussi une stratégie qui marche très bien et qui, du coup, est plus une stratégie de contenu. Et là, je trouve qu'on retrouve en fait les leviers SEO assez classiques où tu actives des leviers de contenu, tu actives des leviers de netlinking. Et voilà, c'est juste que tu y réfléchis peut-être un peu différemment et tu le traques différemment finalement. Ok. Il me semble, mais je n'arrive pas à retrouver le nom du média, qu'un grand média vient de lancer une offre publicitaire de mention comme ça. Alors, est-ce que ça va être the new sous-domaine parasite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'en effet, on a soit du spam à venir parce que en fait, les classements n'auront plus aucun sens et c'est quand même fort probable déjà que on sait qu'il y en a la plupart qui sont payés. Soit, en fait, tout le monde va se mettre à faire des classements et en fait, ça va devenir une verticale à part entière, quoi. C'est Le Figaro, me dit Anthony. Oui, c'est ça. Le Figaro, mais qui bloque les IA dans son robots.txt. Donc, j'attends de voir le sous-domaine qui sera utilisé. Je trouve ça toujours intéressant de voir comment les médias évoluent. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont
une longueur d'avance, c'est pas souvent le cas. Mais je trouve que ça veut aussi dire des choses de la société et pas juste des modèles économiques. Donc, moi, surveiller ce que font les médias, au-delà du fait qu'on est nous-mêmes un média qui a abondance, ça peut aussi donner des idées sur nos actions SEO. Ok, il y a une question, Lucas, de Gwendoline qui demande est-ce que l'agence de pub a eu des leads grâce à ce travail de géo? Oui, pour le coup, ouais. Les leads ont augmenté. Ouais, pour le coup, ça on en était très contents. Ouais. Okay. Et c'est vrai que là, on se place quand même sur des requêtes qui sont assez. Quand tu cherches la meilleure de quelque chose, quand même derrière, normalement, tu as une intention d'achat qui est assez importante. Ouais. Et puis, on sait très bien que les mots-clés agence et tout ça, ça coûte une blinde dans Google Ads, donc on est bien content de remonter dans les LLM, quoi. Ouais. Ok, cool, merci. Cher ami. Maxime? Yes. Déjà, on rejoint pas mal les observations de Lucas. Nous, de notre côté, on est de plus en plus interrogés sur la manière dont on peut influencer en fait les LLM pour y apparaître de la meilleure façon possible. Et donc, un peu comme l'état des lieux que tu as fait au début, Laura, en fait, on a fait, nous, de notre côté, un peu un état des lieux des algorithmes, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément le terme, le réel terme technique utilisé, mais c'est celui qui parlera au plus grand nombre. On n'est pas scientifique. Nous, on s'est documenté, on a demandé l'avis de sachants comme les frères Perronnet sur ces sujets. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait deux façons aujourd'hui de répondre à un prompt pour les IA. La première, c'est celle de se baser sur les connaissances qu'elle a acquises à un instant T à partir d'un corpus de données qui est énorme et qui correspond à peu près à tout le web. Et donc, ça, c'est des contenus qui sont ingérés pendant la phase d'apprentissage du modèle. Et c'est principalement pour répondre à des questions froides, donc des définitions, des questions sur le code, des questions sur les lois qui ne vont pas changer tous les 4 matins, et souvent des questions qui sont peu porteuses d'intention d'achat quand même. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier modèle ChatGPT, donc ChatGPT 5, enfin GPT-5, pardon, il se base sur le contenu crawlé au plus tard en septembre 2024. Donc, c'est ce qu'on appelle la date de cut-off du modèle. Et ça veut dire que tout ce qui est fait depuis plus d'un an n'a toujours pas, n'a pas d'effet en fait sur cet algo qui est utilisé pour répondre aux questions. Donc, moi, j'aurais un peu tendance à me méfier des tests qui sont faits pour manipuler ce type d'index. Donc, tu parlais, Laura, des PBN, etc. Ça va plutôt avoir comme objectif de manipuler ces réponses. Et c'est dur parce que du coup, les PBN que tu fais depuis un an, ils n'ont pas d'effet sur les modèles qui sont utilisés. Et pendant un moment, sur les versions gratuites de ChatGPT, donc 95% du trafic, c'était encore ChatGPT 4. Et ChatGPT 4, c'était une date de cut-off, me semble-t-il, en 2023. Je n'ai plus la date exacte, mais c'était 2023. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième façon de répondre aux questions qu'ont les LLM, c'est de se baser sur les recherches web. Donc, ça va être activé à partir du moment où l'IA n'est pas en confiance à 100% pour répondre à la question. Donc, ça va être les questions d'actualité, les questions sur des produits, sur des trucs géolocalisés, des questions géolocalisées, etc. Parce qu'on veut éviter, on veut vouloir mettre les horaires d'ouverture, par exemple. Et donc ça, on n'a pas l'info d'il y a un an, quoi. Et ça, c'est 50% des prompts à peu près. Je crois que ça varie entre 45% et 50%. Je me suis renseigné un petit peu là ces derniers temps. Et pour ces réponses qui sont basées sur les recherches que les LLM vont faire sur les moteurs de recherche, tout porte à croire que la majorité des IA, malgré le fait que ChatGPT appartienne à 49 ou 51%, je ne sais plus, à Microsoft et donc à Bing, finalement, elles sont faites sur Google. Et donc, ça tombe bien parce qu'on sait très bien aujourd'hui comment influencer Google finalement.
C'est notre métier pour beaucoup, en tout cas autour de cette table depuis plusieurs années. Et ce qui va influencer les résultats, du coup, c'est ce que les LLM vont interpréter des 20 premiers résultats d'une ou deux ou trois recherches qu'ils vont faire en parallèle sur Google. Et donc ici, sur le délai de prise en compte, on est sur du quasi instantané. On modifie une meilleure agence, un top agence sur un média ou sur son propre site, et tout de suite, le LLM va pouvoir prendre les citations en instantané. Et donc, si on suit quelques prompts spécifiques, on peut voir tout de suite la relation de cause à effet. Donc, ça règle déjà aussi le problème de ne pas en savoir grand-chose sur comment les LLM fonctionnent. Modifier des classements, voilà, on peut contacter les médias, on peut acheter des placements sur ces médias-là. Et puis, il y a deux façons d'apparaître aussi sur l'LLM, on en a parlé, c'est avec son site ou avec les autres sites. Et là, c'est un vrai changement de paradigme aussi, finalement, parce que quand il y a 20 sources différentes qui sont utilisées, votre source, c'est que une source sur 20, quoi. Et c'est probabilistique, les IA. Si vous êtes cité sur 20 des sources, il y a de très, très fortes chances que l'IA vous cite forcément, quoi. Et donc là, ça change beaucoup de choses. Tu parlais des parasites, Laura. A été utilisé sur des secteurs très concurrentiels de SEO. Et aujourd'hui, je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour le SEO, parce que pareil, vous n'avez qu'une position sur 10 sur Google. Si vous voulez avoir plus de trafic, il faut aller chercher les 9 autres. Et ça prend tout son sens dans les LLM. J'ai oublié la question que je voulais te poser alors qu'elle était hyper intéressante. C'est pas grave. J'ai des petites questions. Est-ce que je peux juste compléter? C'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a l'historique utilisateur. Ils ont les requêtes précédentes, la localisation, la préférence de la langue, etc. Ils ont des systèmes de scoring interne, c'est-à-dire qu'ils sont capables de calculer la probabilité de devoir faire une recherche. Donc, tu as donné un chiffre, mais en fait, ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Des fois, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'aller dans Google. Des fois, il ne faut pas aller dans Google, il faut aller dans un autre moteur. Donc, ils sont capables de switcher. Ils n'ont surtout pas une dépendance que d'un seul moteur. Ils ont leur propre moteur. Ils utilisent Bing, ils peuvent utiliser Google. Il y a aussi un système de pré-prompt. C'est-à-dire qu'ils ont des règles de comportement, c'est sur le format attendu, la politique de sécurité, il y a plein de requêtes qui ne passent pas. Et aussi, on oublie, ce n'est pas aussi instantané que ça parce qu'ils mettent en place des systèmes de cache, parce que sinon, ça leur coûterait beaucoup trop cher à chaque fois d'aller chercher l'information dans Google. Donc, des fois, il peut quand même avoir un certain temps pour que ça soit vraiment pris en compte. Mais oui, les techniques que tu as citées fonctionnent, mais voilà, modérées par tous ces facteurs. Ouais, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en instantané, c'est un abus de langage. On est en quasi instantané par rapport à la date de cut-off qui est plus d'un an en général entre le moment où ils déploient le modèle et le moment où ils ont terminé l'apprentissage. Du coup, on n'a pas d'idée de la proportion de réponses qui est générée depuis une recherche en live versus ils vont taper dans leur base de connaissances, quoi. Ça, on ne le sait pas. On peut le voir quand on fait du reverse engineering. Ils ont une fonction qui s'appelle Search Probe. Et tu es capable de voir, tu récupères leur JSON et tu dis, bah, tiens, pour cette requête, ils y vont, pour cette requête, ils n'y vont pas. Mais donc, on n'a pas d'idée de volume. Il y en a qui peuvent nous attester. Il y a eu, alors je n'ai pas le lien de l'étude à partager dans le chat, mais les 45 à 50%, je ne les ai pas sortis de mon chapeau. C'était une étude d'une boîte qui a scrappé beaucoup ChatGPT et qui a dû scraper aussi le Search Probe pour savoir s'il y avait eu des fan-out queries, donc les requêtes qui sont faites sur les moteurs. Alors, ça ne dit pas quel moteur pour le coup, mais bon, on peut en déduire, avec les résultats retournés, on peut en déduire beaucoup de choses. Mais a priori, ça serait 50%. Après, évidemment, ça dépend. Pour le même prompt, potentiellement, il y aura une requête qui sera faite pour un utilisateur et pas pour un autre. Mais au global, sur des milliards ou des centaines de millions de requêtes, on est aux alentours de 1 sur 2 quand même.
Il y a une question de Marion, mais je la garde pour la fin et puis on va passer à François. Marion qui dit être bien référencé sur ChatGPT, c'est être bien référencé sur Google. Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers spécifiques à ChatGPT à travailler ou est-ce qu'on doit se focaliser uniquement sur l'optimisation de son SEO? Je propose qu'on conclue un peu le tour de table par ça pour faire une sorte de synthèse. François, tu avais des choses à nous raconter. Oui, juste pour rebondir sur ta question et sur ce qui a été dit par Vincent et Maxime, à savoir s'il y avait une corrélation entre les résultats de Google et ce qu'utilisait ChatGPT pour fournir les réponses ou les résultats de Bing. Alors, nous, on a essayé de… J'ai pas une réponse, alors je vais peut-être décevoir tout le monde, j'ai pas une réponse précise à donner là maintenant, mais justement, dans l'expérience, on a essayé de s'appuyer sur la volumétrie de nos clients pour essayer de déterminer si c'était plutôt du Google ou plutôt du ChatGPT, plutôt du Bing. C'est très schématique ce que je dis là. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, et là, ça fait le lien avec ce que tu disais, Vincent, c'est le fameux « ça dépend » du chef de projet SEO, et que nous, perso, on n'a pas réussi à tirer une vraie conclusion de savoir si c'était l'un ou l'autre. Et c'est vraiment à contextualiser en fonction des recherches, des typologies de business, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une parole d'évangile sur le sujet, en tout cas de notre côté, qu'on a pu déterminer. OK, très clair. Eh bien, un jour, quelqu'un aura peut-être cette data. Voilà, je continue à chercher. D'ailleurs. Cherchez, et quand vous avez de la donnée, vous l'envoyez, puis on fait un article chez Abondance. François? Oui, alors moi je voulais parler aujourd'hui d'un cas concret de l'un de nos clients. Et juste avant de rentrer dans le concret du client, je trouvais ça intéressant de vous présenter à tous en fait la démarche. Et ça va faire le lien aussi avec la partie chiffrée qu'évoquait tout à l'heure Laura avec l'équipe. En fait, le constat de départ qu'on a pu faire sur l'ensemble de nos clients typologie e-commerce, typologie e-commerce de manière très large avec juste des KPI de suivi de chiffre d'affaires. Entre mars et septembre, on s'est rendu compte que les perfs du canal d'acquisition IA, donc le trafic qui arrive sur notre site en venant d'un canal d'acquisition, sur cette période de temps qui correspond à peu près au dernier semestre, on avait plus 252% de sessions et plus 350% de chiffre d'affaires. Et je voulais commencer par ça pour expliquer la démarche parce que ça remet aussi l'église au milieu du village. C'est quand on regarde ça au total sur le mois de septembre, c'est des évolutions assez impressionnantes. Finalement, on se rend compte que ça représente pour cette typologie de clients que 0,05% des sessions totales et 0,12% du chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est certes des évolutions qui sont plus qu'exponentielles, mais par contre, et ça fait le lien avec le premier graphe qu'on présentait tout à l'heure, ça représente quand même un pouillème du pourcentage de ce qui peut être drainé par nos sites internet sur les typologies de site e-commerce. Alors là, évidemment, j'ai bien conscience qu'on parle de trafic et qu'il y a toutes les problématiques issues du contributif associées à ce qui peut être généré sur les moteurs génératifs. Mais je trouve que ces stats-là, quand on remet ça quand même en parallèle des actions, ça permet de dire que ok, Google a encore quelques jours devant lui. Et de manière macro, ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce qui explique la démarche du cas que je vais vous présenter juste après. Et si on regarde aussi les taux de conv associés à ça, sur les typologies de clients e-commerce, il n'y a pas un si gros écart de taux de conv entre un canal d'acquisition classique SEO et un canal d'acquisition IA conversationnel ou sur l'ensemble de nos clients. Alors, c'est plusieurs centaines de clients. Finalement, ça représente que un point de pourcentage à peu près de différence de taux de conversion. Mais par contre, si on fait le parallèle sur les clients de type de lead, là, on voit qu'il y a un gros écart en fait sur la même période de temps sur les taux de conv, où là, on n'est plus sur un point de delta entre un canal d'acquisition SEO et un canal IA conversationnel, mais sur 14 points de delta de pourcentage de taux de conversion. Donc, c'est fort de ce constat-là sur les taux de conv, pour le cas que je voulais vous présenter aujourd'hui, qu'on a décidé de capitaliser sur notre plan d'action, sur le trafic issu des IA conversationnels, en fait, en appuyant fort sur les actions renvoyant des signaux pertinents pour les LLM. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a essayé de mettre en place et de donner quelques résultats chiffrés derrière. Je voulais vous partager un petit truc dans le chat parce que je parle d'IA conversationnelle depuis tout à l'heure, mais peut-être que certains se posent la question. Je vais partager dans le chat juste la regex GA qui permet de suivre le trafic des IA conversationnelles. Je me dis que peut-être, j'imagine beaucoup la connaissent, mais peut-être que ça peut être utile pour certains d'entre vous. Hop. Tu vas faire peur avec une regex. Voilà, en espérant que ça puisse servir à quelques-uns. Alors, pour le cas que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, j'ai choisi un client dans la mutuelle santé. Alors, pourquoi la mutuelle santé? Parce que je trouvais que c'était intéressant de prendre comme test
une thématique très concurrentielle et type les mutuelles santé senior dentiste, et que au moins de commencer par le difficile, ça permettait aussi d'expliquer quels pouvaient être les résultats sur des thématiques compliquées à travailler. On est parti d'une première hypothèse qui était de se dire que si on travaillait un périmètre précis sur une thématique en particulier, sur une logique SEO classique autour d'un mot-clé ou plusieurs mots-clés, en tout cas d'une thématique, on allait avoir du mal à avoir un effet sur un axe plus branding et qu'on voulait vraiment s'intéresser dans le périmètre géo à cet axe branding. Donc finalement, l'objectif, c'était de se dire, on va travailler la perception de la marque en tapant large sur toutes les thématiques du client, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait dans une démarche SEO, et de taper plutôt thématique par thématique. Et du coup, le postulat, en tout cas notre idée, c'était de se dire, en réussissant notre pari sur une ou plusieurs thématiques dans ce périmètre géo, ça profitera à la perception globale de la marque et aussi aux autres thématiques par ricochet. Voilà. Et donc, du coup, concrètement pour ce client, alors je suis en Bretagne, je suis obligé de faire le parallèle. On a fait la galette complète, œufs, jambon, gruyère et tous les suppléments qui vont avec, en essayant d'activer simultanément un maximum de signaux qu'on connaissait, de bons signaux à renvoyer au LLM. Donc, on a cherché aussi à mettre en place des actions templétissables, si je puis dire, pour gagner en efficacité et applicables à toutes nos pages. Donc, ce qu'on a fait, alors je ne vais pas passer le détail de toutes les actions qu'on a menées, mais dans les grosses familles d'actions qu'on a pu mener, on a mis en place, on a travaillé les fameux critères EAT, on a monté une matrice de scoring EAT pour justement voir où est-ce qu'était notre site et voir quels étaient les points sur lesquels on devait particulièrement travailler. J'en cite un, par exemple, et qui était le fait d'avoir des experts qui crédibilisaient nos contenus et de les faire signer. On a mis aussi à jour nos contenus, ça fait le lien avec ce que tu disais, je crois, Lucas ou Maxime, je ne sais plus lequel de vous deux évoquait le sujet tout à l'heure, mais en gros, on est repassé sur tous nos contenus pour les mettre à jour. Encore une fois, c'est un gros trait schématique, d'ajouter les notions de 2025 et autres dans nos contenus pour envoyer le signal que, OK, c'est un contenu plus récent. Et un gros travail a été fait sur l'enrichissement des contenus sur la base des statistiques, alors pour le coup, des statistiques qu'on pouvait obtenir dans la SERP. C'est-à-dire qu'en fait, on a scrappé sur nos mots-clés la SERP et on a regardé qu'est-ce qui avait été enrichi sur les top résultats. Est-ce qu'il y avait, c'était plutôt des tableaux comparatifs, des infographies, et ainsi de suite. Et on a fait ça, en fait, sur nos contenus pour, OK, si c'est ça, les signaux qui sont reconnus comme étant pertinents, qui permettent d'être classés, on va les utiliser aussi dans nos contenus. Donc, on a bien pensé aux avis clients, évidemment. Tout à l'heure, on évoquait les fiches Google. Voilà, les avis clients à mettre en avant sur le site, tous les facteurs de réassurance et utiliser des petites techniques comme ajouter des encarts sur toutes nos pages sur ce qu'il faut retenir ou le sommaire, et bien travailler tous nos contenus comme ça sur le site pour envoyer les bons signaux. On a aussi tenté d'ajouter des CTA, les résumés avec ChatGPT et autres modèles. Et la possibilité de lire nos contenus avec des podcasts. Donc voilà, ce n'est qu'une liste qui n'est pas exhaustive, mais parce que je ne peux pas donner toute la liste de ce qu'on a pu mettre en place. Mais c'est pour ça que je parlais de la galette complète tout à l'heure, parce qu'on s'est vraiment dit, voilà, il faut qu'on appuie fort et on va retravailler tous ces items-là pour vraiment essayer de renvoyer les bons signaux. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Après quelques semaines d'implémentation, alors, le travail n'est pas fini parce qu'il faire ça sur toutes les pages, je l'évoquais tout à l'heure sur les limites de cette stratégie-là, mais c'est assez chronophage. Le premier résultat, c'est qu'on a sur un prompt du type « Liste-moi les mutuelles qui couvrent bien les soins dentaires », notre contenu, la page associée à ce contenu-là, a été utilisé dans la création d'un tableau comparatif dans la réponse du LLM. Donc ça, c'était chouette de se dire, OK, en fait, le LLM a utilisé notre contenu pour construire sa réponse et créer un tableau comparatif. Donc, ce qui était intéressant de voir, c'était que dans notre page, on n'avait pas forcément le tableau comparatif, mais on l'avait structuré pour que ce contenu-là puisse être exploitable aussi à travers un tableau. Donc, le message qu'on a voulu envoyer au LLM, il a été compris puisqu'il l'a réutilisé pour faire ce tableau comparatif. Donc, ça, c'était une première victoire. Un autre résultat qu'on a pu voir aussi, c'est qu'on avait à court terme, au bout d'un mois et demi, déjà une petite dizaine d'URL qui remontaient dans les citations entre les positions 4 et 10, alors sur des prompts organiques. Je parle bien de prompts qui ne contiennent pas le nom de marque du client en question, parce que ça tronquait un peu le jeu. Je parle bien de prompts organiques, comme celui que j'ai cité précédemment. Donc, ça, c'était hyper intéressant de voir que petit à petit, on arrivait à être cité dans ces réponses-là et à être utilisé par le LLM pour construire la réponse.
Voilà, donc ça, c'était les premiers résultats. Et pour parler de chiffres et de projections un peu business pour le client, en l'occurrence, parce que c'est ça au final qui l'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut mesurer derrière de ce que vous êtes en train de raconter. Les premiers chiffres depuis les implémentations, c'est qu'on a pu quantifier plus 200% de sessions, plus 139% de leads. Alors, pardon, c'est beaucoup de chiffres, et un taux de conversion à plus de 30%. Donc, ça, c'est super. Alors, je vais faire le pendant de ces chiffres-là qui sont assez hauts pour dire qu'actuellement, la répartition du trafic organique, alors je simplifie trafic organique en parlant juste de SEO et d'IA conversationnel, la répartition, c'était 99,5% de trafic SEO et 0,5% de trafic IA conversationnel. Encore une fois, pour remettre l'église au milieu du village, c'est qu'on a des courbes importantes, mais ça représentait à date 0,5% du trafic. Par contre, et ça fait le lien avec une question intéressante qui a été posée par quelqu'un dans le chat tout à l'heure, c'est que derrière, c'est bien de mesurer les leads associés à ça. Parce que les IA conversationnels, c'était 0,5% du trafic dans le cas du client, mais par contre, c'était 4% déjà des leads des IA conversationnels. Donc, la répartition, elle est portée aussi par ce que j'évoquais sur les taux de conf, qu'il y avait vraiment un gros delta, parce qu'on était à 1,7% de taux de conf SEO versus plus de 30% de taux de conf via conversationnel. Donc, forcément, ça a un impact sur la volumétrie de lead. Et François, excuse-moi de t'interrompre, parce que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, c'est qu'on parle bien des référeurs, parce qu'on sait que SearchGPT ne charge pas le JavaScript, ne déclenche pas les balises GA. Donc, non seulement tu as des super chiffres, mais en plus, ils sont sous-évalués pour moi. Parce que c'est forcément beaucoup plus. Et moi, justement, après, j'allais parler des logs qui te permettraient d'avoir les vrais chiffres, mais qui seront forcément supérieurs à tout ce que tu as annoncé. Oui, clairement, ces chiffres sont sous-évalués avec ce que tu dis, je suis complètement en phase avec ça. Mais alors là, moi, du coup, là, dans ma démarche explication au client, je suis obligé de m'appuyer sur la data que j'avais finalement, qui était celle du trafic, mais tu as raison. Et puis, il y a le sujet contributif aussi, on évoquera peut-être plus tard aussi, mais de savoir tout ce qui est potentiellement a pu générer de la visibilité pour mon client, mais que je suis pas capable de mesurer parce que ça va pas générer un clic dans la réponse du LLM. Et pour terminer sur ce cas que je vais vous présenter, c'était important aussi de se dire que où est-ce qu'on va maintenant, monsieur le client, maintenant qu'on a vu tout ça, quelle va être notre démarche. Et du coup, je voulais juste lui expliquer que si on parlait de projection de business pour lui, si on arrivait à atteindre 2% de son trafic via les IA conversationnels, alors encore une fois, Vincent, le chiffre est tronqué, mais juste pour essayer de se projeter, 2% du trafic avec ce taux de conv à plus de 30%, et je me base sur un taux de transformation après identique à celui du SEO, mais qui doit être supérieur en IA conversationnel, mais je parle de l'hypothèse pessimiste, finalement, ces 2% de trafic issus des IA conversationnels, ça pourrait représenter 28% de ces leads, si on arrivait vraiment à travailler à faire progresser ça. Donc, cette petite part, encore une fois, ça représente une petite part du trafic de nos clients. Mais par contre, derrière, en volumétrie de lead et en part de lead, sur un secteur comme celui de la mutuelle, encore une fois, qui n'est pas un secteur facile, ça peut représenter une part plus qu'importante du pourcentage des leads générés derrière. Et du coup, là, on voit qu'il y a dans ce cas particulier-là, il y a un fort intérêt à continuer à mettre un poids de corps sur ce qu'on a pu faire dans cette démarche de travailler les signaux LLM. Il y a eu quand même quelques limites à ça, sur tout ce qu'on a pu mettre en place, parce que la galette complète, elle peut coûter cher à la fin du repas. C'est que on a encore une visibilité réduite, parce que la visibilité dans les citations que j'évoquais tout à l'heure, c'est majoritairement sur Perplexity. On n'a pas encore réussi à avoir des actions un peu bankable sur ChatGPT. Alors, c'est la piste de travail maintenant, c'est OK, sur Perplexity, ça commence à porter ses fruits, mais allons plus loin et essayons de conquérir plutôt ChatGPT. Et puis, comme je l'expliquais avec ces chiffres, j'espère que j'ai assommé personne avec tous ces chiffres, que ça représente encore une part trop réduite du trafic sur le site et qu'il y a un potentiel plus important, et là, ça fait lien avec ce que tu disais, Vincent, il y a un potentiel plus important, mais qui est aujourd'hui difficilement mesurable, à part peut-être en passant en effet sur les logs, et que le sujet de la contribution des actions qui ne génèrent pas un clic devient un peu au centre aussi des réflexions maintenant SEO-GEO. Et une autre grosse limite. Vas-y. Pardon, Laura. Et une autre grosse limite dans ce qu'on a essayé de mettre en place avec ce client-là, c'est que c'est lourd en temps homme
parce qu'on a développé des outils internes spécifiques. Je parlais de Scrap de la SERP tout à l'heure pour avoir des statistiques sur les typologies de contenu enrichis. Ben, ça, c'est du temps homme qui est assez lourd. Donc là, on pouvait se le permettre avec ce client-là, mais j'ai bien conscience qu'on ne peut pas tous se permettre de mettre ça en place. Il y avait des intégrations sur le CMS qui étaient aussi assez lourds. Et l'optimisation de tous les contenus que j'évoquais tout à l'heure, c'est plusieurs centaines de pages, ça pouvait être aussi assez lourd en temps homme. Alors, c'était rentable pour lui, cette dépense de temps homme, au vu des statistiques que j'ai données tout à l'heure. Donc, il faut aussi mesurer le retour sur investissement de ces actions-là, qui étaient plus que positifs dans ce cas-là. Mais voilà, il faut avoir conscience que ce n'est pas des actions qu'on mène en 2 heures. Très clair, voilà très complet. Merci François. C'est pour un cas concret. Non, c'est très cool. Il y a une question dans le chat qui dit on donne beaucoup d'exemples sur les sites de lead. Avez-vous des exemples aussi e-commerce? Alors, il est 11h50, on n'aura pas le temps, mais ça peut être l'objet d'un autre événement, d'un autre webinaire. Je pense qu'on bosse tous un peu sur des sites e-commerce. Pour répondre rapidement à ta question et pas te laisser sur ta faim, j'ai les stats d'un client sous les yeux. Mon trafic SEO, j'ai 0,58% de taux de conversion. Et il y a 1,31% de taux de conversion. Donc, le gap est énorme. Mais je te rejoins, François. En fait, la part reste minime. Mais du coup, il faut continuer à bosser ça parce qu'on sait que c'est une manne intéressante. Jusqu'à ce que, et on va passer à Vincent, on arrive à travailler l'attribution pour ne pas avoir que le trafic, mais aussi la visibilité, la mention de marque et tout le trafic qu'on n'arrive pas à traquer. Vincent, c'est à toi. Oui, transition parfaite. Moi, je voulais parler donc plutôt des grands comptes et surtout des logs. On travaille pour beaucoup de grands comptes. Le trafic, on va dire GEO, représente à peine 0,5% du trafic global. Donc, clairement, il s'y intéresse, mais il donne toute la priorité au SEO. Et moi, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment trouver vos propres chiffres. Parce que selon les sites, il y en a, c'est peut-être 0,5, mais il y en a, comme dit François ou d'autres, ça peut être plus d'1%, 10%, etc. Les log serveurs, qu'est-ce que c'est? C'est des petits fichiers qui enregistrent ligne par ligne tout ce qui se passe sur votre serveur web, les requêtes, les réponses, les erreurs, les événements, etc. Et c'est hyper intéressant parce que si on prend le trafic humain et le trafic IA, il y a des différences fondamentales, notamment en termes de cookies. Nous, les humains, on clique, on accepte tous les cookies. Les IA, elles n'acceptent aucun cookie ou elles acceptent juste les cookies techniques uniques. En termes de référeurs, quand ça vient d'un humain, comme disait François, c'est clair. L'IA, alors on ne voit quasiment jamais de référeurs. Ce que les gens ils oublient, c'est qu'au niveau des IP, on a remarqué que quand c'est des humains, en fait, ils ont des IP de fournisseurs d'accès Internet, Orange, Free, SFR, alors que quand c'est du trafic IA, ça vient forcément d'AWS, Google Cloud, Cloudflare, etc. Et en termes de navigation aussi, on a remarqué un humain, navigation fluide, il y a des scrolls, il y a des clics, etc. Alors qu'une IA, en un seul hit, elle fait absolument tout. Et c'est pour ça que c'est très facile. Et moi, je vous encourage soit à utiliser des applications existantes, ou soit à le faire vous-même avec de l'IA coding. Vous prenez vos logs Apache, vous le balancez à Claude, et puis il va vous faire le dashboard quasiment parfait. Et vous lui expliquez qu'il doit identifier le GPT-bot, le Perplexity-bot. Et là, vous allez avoir vraiment les vrais chiffres sur votre site. Parce que moi, j'ai toujours été orienté data et je trouve que c'est extrêmement important. La chose que j'ai entendue, c'est comment on fait à partir d'une query pour remonter au prompt. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûrement le truc le plus important. Il existe ce qu'on appelle des simulateurs de persona. Et encore une fois, c'est un projet open source qui s'appelle TinyTroop, qui a été créé par Microsoft. Donc, c'est quelque chose que je vais montrer dans ma formation Abondance, format SEO la semaine prochaine à Bordeaux. Mais c'est très facile à utiliser. Et vous allez mettre, en fait, si vous allez sur cette page, vous allez mettre tous vos personas. Et en fait, ça va générer, en fait, qu'est-ce que la personne chercherait si elle allait sur votre site. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez le faire tourner sur tous les moteurs IA actuels. Vous pouvez le faire tourner avec du Gemini, de l'OpenAI, etc. Et puis, vous voyez comment ils réagissent. Le dernier point, parce que je ne veux pas être non plus trop bavard, il y a pas mal de plugins Chrome maintenant qui permettent d'extraire le fan-out, c'est-à-dire permettre d'extraire les requêtes que va faire l'IA avant d'arriver sur votre site. Moi, j'aime beaucoup celui d'Olivier de Resoneo, mais je sais qu'il y en existe plein. J'en partage un autre, Vincent. Hop. Pardon ? Pardon, je me permets, j'en partage un autre sur le chat. Vas-y. Je sais que j'avais un de mes collègues qui voulait en parler, donc je te passe la parole. Alors, le chat ne marche pas, donc ce serait bien de les citer pour que les gens puissent les retrouver. Bon, je vais le faire.
Si vous tapez sur Google Chrome Extension, Fanout Extractor ou quelque chose comme ça, vous allez trouver normalement. Tu utilises Google pour Lucas? Moi, j'utilise tout. Et en plus, pour l'anecdote, récemment, j'ai dû choisir une mutuelle. Alors maintenant, je commence à me demander si j'ai choisi le client de François ou pas. Et j'ai cherché avec ChatGPT pour qu'il me conseille. Donc. Je suis persuadé que c'est sur celui-là que tu es tombé. Mais pour info, j'avais après copié-collé le nom et je l'avais tapé dans Google. Du coup, il n'y aura pas forcément de suivi et d'attribution de trafic. Et ça, c'est vrai que c'est toute une question aujourd'hui. Et Vincent, très bon point sur les logs. Je pense que c'est un... On le faisait surtout pour les gros sites en SEO. Et maintenant, je pense beaucoup plus de typologie de sites et beaucoup plus de personnes qui font du SEO doivent monter en compétence sur ce sujet. Surtout qu'on a des outils qui nous aident à le faire beaucoup plus facilement. Parce qu'un fichier de logs, au départ, ce n'est pas très joli, ce n'est pas très facile à lire. Mais là, avec les outils d'IA qu'on a, on accélère vraiment. Vous lui donnez tout, vous lui expliquez quel type de bot il faut regarder, quelles sont les connexions sur quelle page et autres, et vous allez avoir de la donnée ultra riche. Exactement. Vous avez les noms du coup de vos extensions Chrome ou pas? Moi, j'utilise ChatGPT Pass. Bon, c'est facile à retenir. Parfait. Moi, j'ai partagé le projet open source dans le chat et voilà, François il a partagé aussi l'extension Chrome ChatGPT Pass. Ouais, donc c'est TinyTroop, les gens n'ont pas accès au chat. Le projet open source pour les personas, c'est TinyTroop, donc Tiny T-I-N-Y et Troop comme une troupe, T-R-O-U-P-E. C'est un projet GitHub, vous le retrouvez. Et puis ChatGPT Path à l'anglaise, P-A-T-H et non pas P-A-2-S. Voilà pour les tools. J'ai quelques questions avant qu'on parle de l'avenir, parce qu'il y a des questions très concrètes. Quels seraient les leviers techniques pour améliorer le GEO via le SEO? Et si possible, uniquement pour le GEO? Ce qui rejoint la question de tout à l'heure de, en gros, les actions que pour le GEO, c'est quoi? Qu'en est-il des navigateurs avec IA intégré, Atlas, Comet, DIA? Est-ce que l'approche est différente, sachant que l'IA a un accès direct aux pages dans le navigateur? Je propose un tour de table rapide où chacun donne son avis. Donc, est-ce qu'il y a des actions spécifiques au GEO qu'on ne fait pas d'habitude pour le SEO, plutôt technique? Et puis, quel est, si vous avez un avis sur le sujet, quel est votre point de vue sur les navigateurs avec IA intégré? Est-ce que c'est différent de Chrome avec Google? Qui veut commencer? Lucas? Oui, avec plaisir. Technique, moi, je dirais juste un premier point. C'est vérifier qu'il n'y a pas de blocage pour que les IA elles viennent crawler ton site. Moi, ça m'est arrivé sur un site, il n'y avait rien dans le robot.txt ou autre, c'était simplement mon hébergeur qui s'appelle en l'occurrence SiteGround qui bloquait en fait le passage des IA. Et en fait, comment je me suis rendu compte de ça? C'est en regardant les logs, encore une fois. J'ai téléchargé les logs et à un moment, je me suis dit, c'est quand même bizarre que sur un mois, il n'y ait pas un seul log de ChatGPT user ou autre. Et à partir de là, déjà, ça m'a fait me dire, je pense que c'est une première amélioration technique, une première vérification un peu à faire. Et déjà, ça, c'est déjà un bon début. Et Cloudflare, vérifiez si vous êtes chez Cloudflare, a lancé une offre une initiative pour faire payer l'accès des contenus par les IA. Il y avait une question dans le chat à ce propos, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Donc, en effet, regardez aussi la configuration de votre Cloudflare. Ça pourrait être en mode blocage. Voilà. Maxime? Yes. Je retiens une chose que François a dit et dont Lucas a parlé aussi hier dans sa conférence. Donc, je vous vole votre sujet, mais le Too Long Didn't Read, le TLDR, pour moi, c'est le quick win du moment parce qu'on a tous rédigé des méga guides, des skyscraper content sur nos sites et on prenait la chose un peu à l'envers. On écrivait toujours plus de contenu et vous connaissez le même où il y a quelqu'un qui écrit un mail en mettant juste 2 lignes sur ChatGPT pour que ça soit un grand mail bien écrit, bien formel. Et puis celui qui le reçoit, qui demande à ChatGPT de le traduire en seulement deux bullet points comme celui qu'il a rédigé. Et je pense que je pense qu'on est allé trop loin dans le très long contenu, etc. Et que
il est très facile d'aller demander à ChatGPT de résumer en 3 bullet points notre article, de le mettre tout en haut de l'article pour que les IA puissent l'exploiter le plus facilement possible. Et in fine, c'est aussi bon pour les utilisateurs. Et donc bon pour Google, parce que vous allez avoir des gens qui vont avoir la réponse à la question tout de suite et qui ne vont pas être noyés sous 10 000 mots de contenu et qui finalement reviennent en arrière pour aller avoir la réponse en 2 minutes sur une vidéo YouTube, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est un des trucs qu'on peut faire. Et un autre point aussi, je pense, sur des actions purement géo, on sait que ce qui est commun au SEO et au géo, c'est les mentions. Plus on a de mentions, plus on a de liens, plus on va être cité par les LLM, plus on va être mieux positionné sur Google. Par contre, il y a des mentions, il y a des choses qu'on boudait en SEO. Alors, on les prenait quand même, mais les liens nofollow, on les boudait. Mais aujourd'hui, si ils sont accompagnés d'une mention textuelle pure et dure de notre marque, de notre produit ou de notre site, elles sont super bonnes à prendre pour les LLM. Donc, on parlait de Wikipédia, les forums, Reddit, etc. Ils sont souvent en nofollow, mais pourtant, ça sert aussi au géo. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, il y a un truc que je vois de différent d'avant, mais parce que moi, le netlinking, ça me gonfle un peu, c'est la qualité et la sémantique des articles qui vont porter les liens. C'est-à-dire qu'avant, c'était là, je m'en fous, je veux juste un lien sur cette page. Et en fait, l'environnement sémantique et l'association de « OK, j'ai ma marque abondance et à côté, j'ai média », c'est quelque chose qu'on ne travaillait pas tant avant et qu'on va travailler et qu'on travaille maintenant. Donc, qu'est-ce qui est dit, comment on rédige et la qualité du contenu rédigé. Ouais, c'est clair. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que pour le coup, nous, le netlinking, ça nous intéresse beaucoup. Et je mets un petit quand même. Faut pas mettre le curseur non plus en se disant OK, maintenant, tous mes articles pour le netlinking, je vais faire en sorte qu'ils soient optimisés LLM avec les mentions de marque, avec ma marque toujours citée parce qu'il y a des choses qui doivent être spécifiques au SEO aussi. Et les petits liens où il n'y a pas forcément de mention de notre marque dans le contenu, mais qu'un lien ancré, semi-optimisé, ça a toujours sa place dans les stratégies de netlinking. C'est ce qui est important à faire en termes de quantité et en termes de variation de liens. Et donc, pour moi, il y a 80% des actions qu'on va faire qui vont servir le SEO et le géo. Il y a 10% qui vont servir que le géo et 10% qui vont servir que le SEO. Il ne faut pas les oublier, celles-ci. Très clair. François ? Je pense que Luca a mis le doigt quand même sur moi, ce qui me semble vraiment, s'il y a un truc spécifique au géo, c'est évidemment de vérifier l'accessibilité, mais de manière plus globale, cette question de savoir si c'est des actions techniques, puisque c'était vraiment sur le point technique la question, spécifique au géo, j'en suis pas certain, parce que je pense que de toute façon, envoyer les bons signaux techniques, c'est une bonne chose à faire aussi côté SEO. Donc il y a simplement des choses sur lesquelles on va mettre peut-être un petit peu plus de poids de corps, comme tu l'évoquais, Maxime, sur peut-être le fait de structurer le contenu, de faciliter la lecture d'une page pour les robots. C'est peut-être des choses qu'on va accentuer peut-être un petit peu plus dans un périmètre géo, qu'on faisait moins il y a encore quelques années dans un périmètre SEO. Mais globalement, il y a, à mon sens, très peu d'actions vraiment spécifiques à activer pour le point de vue technique, en tout cas, à activer pour le géo. Ok, je suis content de parler en dernier parce que je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que le conseil numéro 1, c'est on arrête de donner du contenu humain à des IA, on donne du contenu conceptuel. On a fait énormément de tests, ça marche hyper bien. Du cloaking, on retire tout le superflu, on vire le design, les facettes, les moteurs de recherche. On part du principe qu'une IA est capable d'avoir un contexte gigantesque en 1 seconde. Elle est capable de lire 200 pages en 1 seconde. Donc, on lui donne le plus possible. Et là, on a fait des tests avec Atlas. L'achat qui dure 4 minutes, il passe à 1 seconde. Un Sir GPT qui arrive, il comprend instantanément tout ce qui est disponible sur le site et ça lui évite de faire du ping-pong. Et c'est pour ça que nous, on va présenter un nouveau protocole qu'on appelle le Web 4.0, où en fait, on crée un web pour les agents IA. Et on part du principe qu'il va y avoir plein d'optimisations à faire comme on faisait en SEO, mais directement pour des agents IA.
Et aujourd'hui, il faut réussir à dire, OK, c'est une IA qui vient sur mon site, ce n'est pas un humain. Et quand vous partez de ce principe-là, vous allez voir sur votre site tout ce qu'il faut retirer. Et en plus, économie de bande passante, économie au niveau de l'API d'OpenAI qui évite de faire plein d'allers-retours. Et c'est spectaculaire. Donc là, moi, je suis en train d'écrire un white paper sur le sujet qui va être publié dans pas mal de revues. Mais non, c'est spectaculaire ce qu'on peut faire en géo. Une fois qu'on a compris, on ne donne plus de contenu humain à des IA. Ça n'a pas le sens ce que tu dis, Vincent, mais ce n'est pas forcément contradictoire non plus avec ce qu'on disait, puisque j'ai l'impression que ce qu'on portait comme discours, c'était plutôt de dire qu'il faut structurer l'information. Et ce que tu dis, toi, je trouve que c'est super, j'ai hâte de voir le Web 4.0. C'est justement, il est capable de lire un tel volume d'informations que ça ne semble pas contre-intuitif de justement lui donner ces informations-là structurées. Luca, il a dit un truc très juste, il a dit qu'il faut savoir gérer les basiques, c'est-à-dire que le contenu doit être visible. Ça, c'est vrai, mais on peut aller en géo, maintenant, on peut aller encore plus loin. Et je pense qu'on va tous avoir des nouveaux jouets, des nouvelles Formule 1 ultra optimisées. Et le travail à faire sur les sites médias et les sites e-commerce, il va être colossal. Donc non, je ne vous inquiète pas du tout pour tous ceux qui font du SEO en ce moment. Ils vont avoir un nouveau terrain de jeu spectaculaire dans les prochaines semaines. Vincent, est-ce que tu peux rappeler la définition du clocking? Parce qu'il y a une question dans le chat. C'est-à-dire que quand on détecte, il y a des choses qui sont interdites par Google, mais quand on détecte que c'est le Googlebot, on lui affiche une certaine page. Et là, en fait, on détecte que c'est un agent IA qui arrive sur le site e-commerce ou le site média et on lui affiche pas le contenu que voit l'humain. Donc, le clocking, c'est la capacité à afficher du contenu différent selon la personne qui vient sur son site. Maxime, tu voulais dire? Ouais, je pense comme François, en fait, on est tous d'accord. In fine, c'est surtout sur le travail colossal dont tu parles, Vincent. Je pense qu'il y a une étape intermédiaire avant de passer à un nouveau protocole pour beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font que finalement, il y a des quick wins aussi à faire avant d'aller all-in finalement sur ces sujets, de transformer complètement son site pour les IA, avoir un site différent pour les IA et le servir via le clocking, etc. Ouais, je pense qu'il y a une roadmap à avoir et y aller. Il faudra y aller step by step, je pense. Mais ceux qui prendront le virage rapidement seront ceux qui bénéficieront le plus de ces évolutions. C'est clair et net. Il est 12h07, les amis. On a évidemment largement dépassé. Et on a évidemment pas parlé de tout. Ceux qui souhaitent aller se restaurer, merci de votre participation. Il y aura évidemment un replay. On va terminer, on se donne 12h30 grand max par contre. On va terminer 20 minutes sur la prospective. Parce que j'avais envie qu'on termine sur en fait, le web dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous voyez ça? Alors, on sort la boule de cristal. Hein. Là, on assume, c'est du feeling, etc. Plutôt pour lancer des réflexions auprès de chacun, que chacun se dise, oui, c'est vrai que si le web il ressemble à ça dans 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Voilà le propos. Donc, pour ceux qui nous quittent, merci de votre présence. Vous aurez le replay. Et puis, pour ceux qui restent, eh bien, c'est parti. Je vous propose une première question. Que va devenir l'interface site web dans 5 à 10 ans si les assistants IA prennent un peu leur place dans une partie du parcours de l'utilisateur? Qui a envie de se lancer? Je pense qu'on a un peu… Moi, je veux bien. Allez, vas-y, François. Vas-y, François. Pardon, Maxime. Je veux bien parce que cette question-là, c'est une question qui revient souvent. Et moi, je me dis que les sites web, ils vont muter. En fait, ça sera peut-être plus un ensemble de pages statiques comme on le connaît aujourd'hui, mais ça sera contextualisé, j'ose espérer, selon le visiteur, sa géolocalisation avec des formats spécifiques. Et finalement, les sites web, peut-être qu'ils seront un peu cachés derrière des IA. Les IA iront chercher l'information directement dans les bases des données des sites, mais sans forcément afficher des pages web classiques, ce qui rendra l'expérience peut-être plus immersive pour le est-ce qu'on parle encore d'internaute, je ne sais pas, mais pour l'internaute. Et ce sera peut-être un web de cohabitation, finalement, parce qu'on entend beaucoup parler de remplacement, les IA vont remplacer les sites Internet, mais ça sera peut-être plutôt un web de cohabitation où ça ne sera pas IA versus site, mais plutôt IA et site pour contextualiser le propos.
Et peut-être que les agents conversationnels, ça sera les portes d'entrée, qui aujourd'hui, les portes d'entrée, c'est plutôt le site web, mais ça sera peut-être l'IA conversationnelle, la porte d'entrée, pour une proposition de valeur pour les annonceurs. Et là-dessus, je pense qu'il faudra quand même continuer à proposer un canal d'acquisition pour peut-être les moins matures ou promptes à utiliser l'IA, parce que ça peut pas être tout blanc, tout noir. C'est comme si on prenait le risque de fermer un magasin parce qu'on a un site e-commerce et fermer son site pour tout mettre, donner les clés de la voiture à l'IA. Je sais pas si c'est vraiment stratégique. Alors, ça peut être un choix stratégique d'une marque ou de rentabilité, mais c'est se priver quand même d'un segment de marché de faire on-off. En tout cas, voilà, je me dis que le site web comme on le connaît aujourd'hui va muter dans 5-10 ans. Il sera toujours là, mais ce sera moins la première porte d'entrée, quoi. Oui, ou ça ne sera que pour certaines cibles et d'autres, en effet, comme tu dis, rentreront par les IA. Ok. Des réflexions autour de la table? Ouais, moi je suis toujours pas d'accord avec la temporalité. Les agents d'achat autonomes, c'est déjà aujourd'hui. La navigation automatisée par agent, ça marche excellemment bien. Et même avant l'apparition d'OpenAI Atlas, on avait le plugin Chrome qui s'appelle le NanoWeb, on avait le Comet de Perplexity. En 2026, ça va complètement perturber comment on achète. Et encore une fois, il y a deux types d'achats. Il y a les achats consommables. On commande du café, on commande son drive, on n'a pas envie de passer des minutes. Tout ça, ça va être délégué à des agents IA. Et après, il y a l'achat coup de cœur. Et là, bien sûr que ce web va exister et que l'humain pourra toujours acheter comme il fait aujourd'hui. Mais la grosse différence, c'est qu'on va devoir prouver qu'on est humain. Et là, il y a énormément de travaux de recherche là-dessus. Là, souvent, vous avez des captchas pour prouver que vous n'êtes pas un bot. Mais on va forcément inverser la tendance. Alors, est-ce que ça se fera avec notre carte d'identité, etc. Je ne sais pas encore. Et je pense qu'il y a l'apparition de la voix qui fonctionne de mieux en mieux, qui va prendre une part de plus en plus importante. C'est plus agréable de parler avec un agent que de cliquer, aller dans un moteur de recherche, utiliser son clavier, sa souris, etc. Et on va aussi renforcer tout ce qui est sécurité. Il y a beaucoup trop d'arnaques sur Internet. Donc, l'IA va permettre de mettre beaucoup plus de garde-fous pour empêcher les fraudeurs de faire du phishing et toutes les techniques qui existent. Donc, il y aura un web pour les IA et un web pour les humains. Exactement. Le web 4.0, ça sera un web uniquement destiné aux agents IA. Et il y aura notre web qui restera. Et puis, en fonction de ce qu'on a envie de faire, on switchera de l'un à l'autre. J'aime bien prendre l'exemple des avions. Il y a le pilotage automatique, mais l'humain, s'il veut, il peut reprendre la main quand il veut. C'est exactement ce qui va se passer avec le web. Maxime? Je suis complètement en phase. Je pense juste que ça va se faire sur une timeline plus importante que celle que l'on pense, parce que il y a beaucoup d'humains quand même qui vont devoir être sollicités pour que ça puisse arriver. En fait, il va falloir que les directions générales des e-commerce acceptent de se dire qu'il faut faire un nouveau site pour le web 4.0, etc. Et donc, je pense qu'on a souvent tendance à surestimer ce dont on est capable d'encaisser comme changement sur le court terme, mais on sous-estime par contre ce qu'on peut réellement faire sur le très long terme. Et les voitures autonomes, par exemple, on en parlait comme si ça allait arriver demain en 2010. Et là, on est un peu plus cohérent dans notre discours aujourd'hui. On sait que ça va arriver, mais il va encore y avoir besoin de plusieurs années pour qu'elle soit vraiment autonome et qu'on n'ait plus besoin d'avoir les mains à 2 cm du volant. Et moi, je suis complètement en phase sur le fait que ça va changer sous 10 ans. Mais est-ce que ça va changer demain, l'année prochaine? C'est là où potentiellement, et c'est toute la valeur de cet échange, c'est que je ne suis pas forcément… Maxime, je vais juste te donner un chiffre et tu vas comprendre à quel point ça va changer très, très vite. Il y a même 2 chiffres. Il y a eu la sortie d'un format qui s'appelle le MCP, qui s'est diffusé à une vitesse astronomique. On n'a jamais vu un protocole aussi rapidement adopté. Concernant un web pour les IA, on parle de diminuer la bande passante d'Internet de 90%. Et aujourd'hui, on sait que les IA scrollent énormément le web. Et dire aux gens, on peut diminuer de 90% et toute cette énergie qu'on va économiser, on va le mettre sur les bons sujets sur la planète. Moi, je pense qu'il va y avoir une adhérence massive de ce nouveau protocole.
parce que l'énergie, c'est un sujet mais tellement important et en plus, sur le déploiement, nous, on a imaginé des choses très simples pour que ça se déploie, mais très, très vite sur tous les sites, les Shopify, les PrestaShop, etc. Donc moi, je prends le pari, mais je pense que dès l'année prochaine, il y aura l'arrivée d'un web pour les agents IA. Et Vincent, je pose la question comme ça de manière innocente. Est-ce que tu ne penses pas et ça va un peu aller dans le sens de Maxime, est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir quand même un temps d'inertie assez long et un gros différentiel entre le développement que tu évoques là et l'adoption derrière par les usagers? Oui, mais pas à l'échelle de 10 ans. Qui retarderait peut-être pas l'échelle de 10 ans, mais je pense que toi, tu bornes ça sur la prochaine année. Oui, moi je pense que 2026, de toute façon, vous allez me voir sur ce sujet-là en continu. Mais non, je pense que l'adoption doit être la plus rapide possible. Là, on parle d'économies de bande passante qui sont astronomiques. Et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Sur la partie commerce, achat en ligne, pardon. Il y a une remarque de Kadirne Sauvage, bonjour Kadirne au passage, qui dit Amazon a ordonné il y a quelques heures/jours à Perplexity de ne pas permettre à Comet de faire des achats automatiques sur leur site. Donc, on ne sait pas encore comment se passera les achats via IA. C'est sûr que la réponse des éditeurs et des fournisseurs de produits va aussi jouer sur la manière dont on... Ouais. Il y a aussi autre chose, je pense, c'est sur l'adoption, c'est aussi est-ce qu'on est prêt à laisser notre carte bleue et l'IA fait ce qu'elle veut, ou en tout cas on lui dit achète mon café. Alors effectivement, si c'est un achat de commodité, que tu achètes toujours le même café, le risque entre guillemets il peut être limité. Sur d'autres sujets, est-ce qu'on est prêt un petit peu à le faire? C'est aussi ça la question. Après, c'est vrai que sur l'adoption, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. Je crois que la télévision, c'était un nombre d'années, enfin ça se comptait en dizaines d'années. Internet, je crois que c'était 10 ans l'adoption globale. Et là, c'est vrai que tout va à une vitesse et qui est assez impressionnante. Et de même, la vitesse à laquelle on peut construire des produits, j'entends du software, du logiciel, ça s'est accéléré vraiment à une vitesse folle. Ça a supprimé aussi la barrière à l'entrée. Là où avant, parfois, c'était 1 an pour lancer un produit. Je ne parle même pas de ce que c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, un premier MVP, ça peut aller très, très vite, quoi. J'ai 2 questions sur l'énergie. J'ai une première question de Julie qui dit consommation d'énergie, donc moins de frais également, point d'interrogation. Et Maxime qui dit est-ce possible d'expliciter un peu le potentiel d'économie de bande passante, point d'interrogation. Ça va à contrario du discours actuel sur l'IA qui justement est évoqué comme un énorme consommateur d'énergie. C'est deux sujets complètement différents. C'est qu'il y a l'IA qui consomme beaucoup d'énergie pour l'entraîner, etc. Mais moi, je parle de l'IA qui consomme le web. Aujourd'hui, quand vous envoyez un agent, il récupère du JavaScript, du CSS, plein d'HTML qui ne lui sert à rien. Il fait des allers-retours. Alors que là, on est sur un nouveau protocole qui donnerait exactement ce qu'il faut à l'IA et ça lui éviterait de faire ces allers-retours. Et en gros, on a estimé qu'on divise par 90% la bande passante pour une IA pour avoir exactement la même chose. Donc, si vous multipliez par le nombre de recherches qui sont faites par des agents IA, c'est astronomique à l'échelle de la planète. Et juste revenir sur acheter grâce à l'IA, souvent ça s'arrête avant. Les sites e-commerce, ils ne sont pas fous parce qu'ils veulent quand même pousser des codes promo, des comparateurs, etc. Mais sachez qu'il y a des protocoles qui ont été créés en mai 2025, notamment par Visa, et qui permettent d'acheter en toute sécurité avec sa carte bleue Visa qui est utilisée par un agent IA. Donc, on attend aussi les retours de ce genre d'acteurs pour évaluer la sécurité et du coup, peut-être accélérer l'adoption de ce genre de comportement. Je pense qu'il y a aussi des questions sur ce sujet de data center que tu évoques, pas des data centers, de l'économie d'énergie, pardon, que tu évoques, Vincent. Je pense qu'il y a aussi de gros sujets pour OpenAI par rapport à leurs investisseurs, parce que je sais qu'ils investissent dans beaucoup de data centers et autres. Et effectivement, la rentabilité, je pense, peut sacrément augmenter s'ils sont capables de réduire l'utilisation d'énergie aujourd'hui. Exactement. Mais il y a tellement de parties prenantes en fait dans l'équation. Il y a l'utilisateur, il y a l'IA, effectivement, qui veut faire des économies. Il y a ceux qui doivent payer la bande passante aussi. Donc, tous les acteurs e-commerce, ceux qui... ces mêmes personnes qui veulent aussi vendre plus potentiellement. Et puis, dès qu'on parle d'écologie, on va avoir aussi un comité européen, j'imagine, qui va être mis en place. Et donc, c'est tout ça. C'est aussi
des choses où je pense que même si on a tous envie autour de cette table que ça aille vite, parce qu'on a tous envie d'avoir plus de travail à optimiser les sites, etc., il y aura une inertie. Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 1? Peut-être que ça sera entre les deux, et je l'espère pour nous tous. Il y a un sujet que je voudrais absolument aborder parce qu'il nous reste 11 minutes, qui est le spam. Je m'explique. Google, on sait que la lutte anti-spam, c'est un truc monstrueux, rien qu'en termes de temps mobilisé et de ressources énergétiques. Évidemment qu'on commence à voir des injections de prompts et des tentatives de manipulation des réponses. D'ailleurs, c'est notre métier. Qu'en est-il en fait du spam sur les IA? Ça va arriver. Je continue ma question en rebondissant sur un truc où il y a 2-3 mois, on a constaté que la réponse sur Perplexity était beaucoup moins bonne. Tout cet enjeu de 1, des réponses plus qualitatives et 2, de lutte anti-spam vont évidemment devenir majeurs si on veut garantir l'adoption. Quid de comment elles peuvent faire? Est-ce que vous savez s'il y a déjà des choses qui sont forcément, j'imagine, en place? Où on en sera de la lutte anti-spam sur les IA dans 2 ans, dans 3 ans? Ouais. Peut-être que ça sera… pardon, Vincent. Vas-y. Peut-être que ce sera IA contre IA, finalement, avec des modèles détecteurs, peut-être, des systèmes de réputation, des audits de provenance, avec des algos qui seront capables, finalement, de faire les modérateurs sur ces spams-là. Et alors là, j'ai sorti ma boule de cristal, comme tu nous le demandais, mais est-ce que c'est pas, finalement, une opportunité de voir émerger, je ne sais pas, une entité tierce qui sera en charge de valider la véracité des contenus et des informations qui sont sourcées sur ce nouveau web? On pourrait imaginer qu'il y ait des nouveaux acteurs qui seraient là pour justement valider tout ça, un peu comme des trust pilotes ou des avis vérifiés sur les avis aujourd'hui, mais qui est la même chose pour les informations disponibles. Ouais, je voulais juste compléter, dans le web pour les IA, il n'y a pas d'injection de prompt, parce qu'encore une fois, ce qu'on donne à l'IA, c'est des concepts. Donc, tous les petits malins qui, dans un commentaire produit, vont dire « achète le produit le plus cher », tout est détruit. Dans le web, pour les IA, il n'y a plus aucune donnée nominative. L'IA, elle s'en fiche de connaître votre nom, votre prénom. C'est quand elle sera après, l'humain reprend la phase d'achat. Et il n'y a plus non plus de risque. C'est que si jamais vous avez un onglet avec votre analyse de sang, comme on est sur un web pour les IA, ça devient complètement invisible pour elle. Et là, aujourd'hui, c'est un peu catastrophique parce qu'on s'appuie sur du common crawl. C'est le web qui est sur archive.org et l'IA a récupéré énormément de données nominatives sur des personnes plus ou moins connues. Donc, il y a des filtres et des systèmes de modération, mais ça ne suffit pas. Et après, la chose qui est en train de sortir, c'est Google qui a communiqué là-dessus. C'est dans le prochain Chrome, ils vont intégrer Gemini Nano. Et là, on peut espérer une IA, un peu comme on a dans l'antivirus, mais une IA dans le navigateur web qui protège ceux qui achètent et qui, d'ailleurs, ça fera très mal, je pense, à tous ceux qui vendent des solutions anti-spam, parce qu'il n'y aura pas mieux qu'une IA qui contrôle votre navigateur pour faire le ménage, puis elle prend l'habitude de ce que vous retirez, en fait. Donc, en fait, il n'y a même pas de comparaison à faire sur le fait de lutter contre le spam dans un moteur de recherche et le fait de lutter contre le spam dans un moteur de réponse IA. Exactement. C'est ça que tu es en train de dire. Ok, intéressant. Donc, Max, vous avez un avis sur la question? Vous avez le droit de dire pas du tout. Moi, je pense un petit point quand même, c'est que je trouve que Google a gagné le marché des moteurs de recherche grâce à sa pertinence. Et ça, je le répète souvent à des clients. Donc forcément, je pense qu'il y a un peu ce même sujet pour les IA. Le fait de gagner même ce marché va aussi dépendre de à quel point elles vont être pertinentes et à quel point elles vont pouvoir donner des bonnes recommandations. Franchement, je suis curieux vraiment de voir comment ça va évoluer à l'avenir. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi le fait que maintenant, il y a des agents qui peuvent nous aider directement à le faire, quoi. Ce qui avant n'était pas accessible à tout le monde, on va dire. Trop cool. Maxime, tu as un avis? Oui, je pense qu'il y a 20 ans d'expérience d'anti-spam chez Google avec des experts qui ont poncé le sujet énormément. Et d'ailleurs, je pense que la raison pour laquelle les IA utilisent Google ou les moteurs de recherche existants qui sont très avancés sur l'anti-spam, ce n'est pas que parce que leur date de cut-off est il y a plus d'1 an, en fait. C'est aussi parce que j'aime bien la métaphore qui dit que Google, c'est le plus grand panel du monde, quoi. Quand on tape quelque chose sur Google,
il y a tellement d'informations qui sont communiquées, et même sans utiliser Android ou Google Chrome, mais rien que le fait de taper un mot-clé, d'aller sur un résultat et d'y rester et de ne pas aller sélectionner un autre résultat, et ben ça, c'est l'autre pilier du SEO, c'est l'expérience utilisateur, et c'est ce qui fait qu'on reste bien positionné. Et ça, en fait, c'est très dur, je pense, à reproduire avec les IA. Alors, ils peuvent quand même savoir s'il y a des questions subsidiaires qui sont posées, s'il y a une nouvelle conversation du même sujet qui est posée différemment sur le même compte, etc. Potentiellement, ChatGPT peut savoir s'il a bien répondu à une question. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient cette capacité-là parce qu'il y a une durée incompressible de prise d'information, d'avoir mis en place les mêmes processus que Google a mis 10, 15, 20 ans à mettre en place, parce que les outils de Google, aujourd'hui, ils sont bons parce qu'il y a eu de l'amélioration continue ces 20 dernières années. Et donc, je pense qu'ils vont encore avoir besoin des moteurs de recherche pendant longtemps, que l'anti-spam des moteurs de recherche est quand même assez avancé. Et donc, voilà, on est sur les mêmes principes, quoi. Donc, ça rejoint tout ce que vous avez dit. Et je suis d'accord avec toi, et j'irai même encore plus loin, c'est qu'on voit que les mesures anti-scrapping, et que Google on recrute les cadors sur le sujet, Google protège de plus en plus son savoir-faire de Perplexity et compagnie. Et ça, c'est pas bon pour les outils SEO parce que ça va leur coûter de plus en plus cher et ça va être de plus en plus compliqué d'aller chercher l'information dans Google. Il y a 10 ans, tout le monde pouvait le faire. Aujourd'hui, il faut une belle architecture pour savoir le faire. J'ai une question de noob, mais Google, il ne pourrait pas bloquer OpenAI, pas OpenAI, ils ont un partenariat, mais bloquer Perplexity, bloquer Claude, faire en sorte qu'ils n'accèdent pas du tout à ces résultats? Ou c'est le travail dont tu parles où ils sont en train de bloquer le scrap au maximum? On sait qu'il y a des procès monstrueux en ce moment, donc ils préfèrent faire des procès, et notamment à tous ceux qui sont un peu fournisseurs de données Google. Et après les procès, oui, ils vont mettre en place les mesures qu'ils font. Mais ils vont d'abord chercher le cache. Moi, de ce que j'entends, sans Google, les résultats d'un ChatGPT, d'un Perplexity, etc., seront à chier parce que Google fait ce travail de filtre, en fait. Ils sont dépendants des moteurs de recherche. Je rejoins Vincent. À partir du moment où tu as un utilisateur qui peut accéder à la donnée, n'importe quel bon ingénieur pourra accéder lui aussi à la donnée. Donc, la seule solution valable, c'est quand ça devient trop important, quand c'est trop visible, quand ça rapporte trop d'argent à la personne qui le fait, c'est d'aller chercher l'argent par la voie légale. Et Google a les poches bien profondes et peut mettre à genoux beaucoup de sociétés aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est même étonnant. D'ailleurs, il y a un gros procès en cours entre Reddit et je crois que c'est Perplexity, non, Claude Anthropic. Et c'est étonnant parce que l'argument, c'est vous scrapez Reddit par Google, mais ce n'est pas Google l'attaquant, c'est Reddit. Et donc, je pense qu'il doit y avoir des discussions en cours entre Google et Anthropic Claude, puisque eux, ça a été prouvé que c'était Google qu'ils allaient scraper, puisque quand Google ne marchait plus à un moment donné, pendant quelques minutes, Anthropic non plus. Ils poursuivent aussi Perplexity de ce que je vois. Ouais. Okay. Donc, ça va être en fait à celui qui a le plus d'argent et dans 2 ans, on n'aura plus du tout ces discussions-là, quoi. Et Google en a beaucoup, c'est pour ça que Google n'a pas dit son dernier mot. Il est 12h28. Chers amis, je prends une dernière question de Zachary, qui vient d'arriver. Bienvenue Zachary, il y aura un replay. Perplexity et d'autres IA comme OpenAI sont-ils une menace pour Google et Bing dans 5 ans? La question la plus générique pour finir cette discussion. C'est une bonne question pour la fin. C'est une très bonne question. Franchement, c'est vraiment une bonne question pour la fin. En fait, je pense qu'il y a différents moyens de voir est-ce que c'est une menace. Est-ce que c'est une menace en termes d'utilisateurs? Est-ce que c'est une menace financièrement? Parce qu'ils vont prendre des parts de marché sur le gros marché de Google aujourd'hui qui est l'Ads. Franchement, c'est une bonne question. Ce qui est sûr pour moi, c'est que Google aujourd'hui est en position pour réaliser un de ses rêves, c'est-à-dire ne plus envoyer du trafic chez d'autres personnes, mais capturer toute la valeur lui-même directement depuis son moteur de recherche. Et donc, toute cette valeur, elle vaut énormément d'argent parce que pendant des années, c'est des sites qui ont capturé cette valeur. Et potentiellement, aujourd'hui, Google a dans la main la possibilité de le récupérer.
Donc, franchement, je ne sais même pas quoi répondre, mais je dirais, analysons ça du point de vue macro. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils veulent être une menace. Ça, c'est sûr. Et pour Bing, je ne rebondir, sais pas, peut-être moins, mais les autres, oui. pour rebondir avant que les autres répondent, parce que je trouve ça toujours intéressant, j'ai cherché la répartition du chiffre d'affaires de Google entre ces différentes activités. Le search, c'est 57% de son activité. Le cloud a explosé l'année dernière. Aujourd'hui, il atteint 14% de son chiffre d'affaires. On sait que le cloud, c'est un enjeu monstrueux et une source de revenus. Et après, on a YouTube Ads et puis les autres activités. Donc, 60% du chiffre d'affaires, c'est la pub. C'est évidemment la manne la plus importante, mais ce n'est pas la part la plus haute. Il me semble qu'elle a été la plus haute par le passé. Le reste de la team ? Rebondir sur ce que tu disais, Lucas. Alors, je pense que c'est le rêve de Google, effectivement, de capter 100% du trafic. Mais je pense que c'est ceux qui ont été les plus smart sur le fait de laisser du trafic à ceux qui ont permis à Google de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense que ChatGPT et les autres sont allés un peu trop loin. On le voit, les médias ont très peur aujourd'hui parce que les médias qui sont intermédiaires, qui sont ceux qui permettent aux IA d'être ce qu'elles sont aujourd'hui, eux ne récupèrent rien. Parce que là, on parlait de nos clients de e-commerce. Effectivement, eux, ils vont toujours exister. Ils vendent des produits, il faut les envoyer, il faut gérer le retour client, etc. Mais les médias, eux, ils sont un peu en position aujourd'hui de faiblesse vis-à-vis des IA. Et Google, ils ont toujours quand même essayé de composer. Alors, composer à leur façon, évidemment, avec une position de force évidente, c'est très importante. Mais quand même, ils font en sorte qu'ils puissent continuer à vivre. Et si j'y crois pas forcément, mais si un jour les IA prennent 100% de part de marché, et ben à la fin il y aura plus personne pour les nourrir en information en fait, à part les vendeurs de produits, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, mais trop d'interdépendance pour qu'il y ait un monopole finalement. Exactement. François, Vincent, un petit mot de la fin? Oui, moi je pense qu'au contraire, ils ne sont pas du tout inquiétés parce que ce qu'on oublie, c'est qu'à la suite Google, il y a Chrome, il y a Google Drive, il y a Google Mail. On sait que ça va être intégré dans le moteur de recherche. Quand vous allez faire une recherche, vous allez pouvoir dire branche-toi sur mon Gmail, sur mon Google Drive. Et je veux juste vous rappeler quelques chiffres parce que là, on parle beaucoup de SEO, mais Gmail, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs. Google Drive, je crois que c'est 1 milliard d'utilisateurs. Et donc, ça va être très compliqué pour un OpenAI d'aller le chercher ou pour un Perplexity. Donc, au final, moi j'ai déjà dit sur LinkedIn, mais au final, c'est Google qui va gagner. La messe est déjà dite, peu importe les actions des concurrents. Donc ça, rendez-vous dans 5 ans pour voir. On sonne le glas. Allez, François, t'as le mot de la fin. Moi, je prends le rendez-vous de Vincent dans 5 ans, mais je suis quand même relatif. Je pense qu'on sera du même côté de la barrière dans 5 ans, je suis assez d'accord. Et puis, j'ai l'impression qu'on finalement on est un peu tous d'accord là-dessus. C'est quand même Google, c'est du costaud. Ça va rester du costaud parce qu'ils ont les outils pour s'adapter. Et que j'ai du mal peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à penser que ça sera sur le moyen terme une vraie menace pour Google. Très bien. Eh bien, merci à tous les 4. J'espère que vous êtes encore près de 200. J'espère que ça vous a plu. On a voulu mélanger du très concret, retour d'expérience, et puis des points de vue assez différents. C'est ça qui était chouette. Quand bien même, on arrive quand même à se rejoindre sur des choses. Et puis du prospectif, je trouve ça cool aussi de sortir un peu la boule de cristal. Parfois, ça permet de réfléchir à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé d'habitude. Donc, merci à tout le monde. Vous allez recevoir le replay, pas d'inquiétude. Et si tout se passe bien, cette vidéo sera dispo sur le YouTube d'Abondance. Je vous souhaite bon appétit. Messieurs, merci beaucoup. Et puis, à très vite. Merci. Merci à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao, merci.